Bonjour et bienvenue sur le podcast de Inventive. Je m'appelle Estelle et j'ai le plaisir de lancer cette nouvelle saison qui sera en fait rythmée par plusieurs discussions sur différents sujets avec différents experts de chez Inventive. Aujourd'hui, pour ouvrir le bal, j'ai David et Julie avec moi. Donc, je vous laisse vous présenter avant d'introduire le sujet. Merci Estelle. Bonjour Julie. David Hamel, je suis VP Stratégie CX et Design chez Inventive. Je travaille de près avec nos équipes et nos clients pour réaliser des projets numériques qui ont un maximum d'impact sur leurs opérations. Et je cumule environ 20 ans d'expérience dans l'industrie du numérique, d'abord dans l'industrie automobile, en ingénierie de conception 3D, ensuite dans le monde des jeux vidéo et de la gamification, puis finalement, mais depuis 7 ans chez Inventive sur un ensemble de produits numériques. Parfait, parfait. Et toi, Julie? Oui, moi c'est Julie Lortie-Pelletier. Je suis Product Owner chez Inventive depuis bientôt 4 ans. J'ai un parcours quand même assez éclectique. J'ai enseigné la littérature au cégep. J'ai travaillé dans le secteur manufacturier, portes et fenêtres, armoires de cuisine, hydraulique. J'ai par la suite cofondé un studio de jeux vidéo indépendant pour finalement justement aboutir dans ce rôle-ci. Donc en gros, avec les équipes, c'est moi qui m'intéresse dans le fond à définir le produit avec le client, de comprendre les besoins des utilisateurs, puis un peu de guider la façon dont tout ça sera concrétisé, développé. Très bien, très bien. On est réunis tous les trois donc aujourd'hui parce que je pense que avec vous deux, on va pouvoir essayer de répondre à cette question. Est-ce qu'il existe des projets qui sont trop complexes à réaliser? Puis, histoire de mettre la table, parce que j'aime bien les chiffres clés et les statistiques, j'ai essayé d'en trouver quelques-unes, puis celle-ci, ça concerne l'avancement de la transformation numérique dans les entreprises québécoises. Donc, quand on leur demande à quel niveau elles s'estiment être dans leur transformation numérique, il y a 30% qui s'estiment être en avancés dans leur transformation numérique, 44% qui se jugent un peu au milieu, donc ni en avance ni en retard, et 26% qui se jugent en retard. Donc, tu sais, ça laisse quand même pas mal d'entreprises encore qui se jugent pas, en tout cas au niveau de là où il faudrait qu'elles soient en 2022, surtout après 2 ans de pandémie. Puis c'est surtout intéressant parce que quand on leur demande les principaux freins qui sont cités pour entamer le processus de transformation numérique, il y a 21% des entreprises qui citent le manque de connaissances et la complexité des processus. Donc, ça nous amène encore plus à parler de ce sujet parce que je pense que l'enjeu d'aujourd'hui, c'est montrer comment on arrive à gérer la complexité dans nos projets pour les traduire dans une solution numérique. Est-ce que vous êtes surpris de ces chiffres ou pas tant? Pas tellement. C'est notre quotidien, en fait, de travailler dans cet environnement-là. On sent que les entreprises ont de plus en plus de besoins en numérique et les gens sont d'abord des experts de leur métier. Et de faire l'arrimage entre le monde numérique et cette expertise-là, ça représente certains défis. Donc, il faut avoir une méthodologie solide pour y répondre. Et puis, c'est pas nécessairement évident de faire la transition entre être un utilisateur du numérique et savoir comment développer et construire une expérience numérique. Si on fait un parallèle, tout le monde, à peu près beaucoup de gens savent conduire des voitures, peu de personnes savent les construire. Et c'est un peu la même chose. Beaucoup de gens savent utiliser des outils numériques et peu de personnes connaissent comment c'est mis en place. Et il est là un peu le défi. Puis j'ajouterais aussi que un des problèmes reliés à ça, c'est notre résistance naturelle au changement, dans le sens que quand on a justement des processus d'affaires complexes, puis notre solution marche bien, ça roule bien, de venir volontairement faire des modifications à ça pour aller, dans le fond, chercher plus de gains, c'est des fois très, disons, épeurant, dans le sens que on veut éviter de briser quelque chose qui marche bien. Puis aussi, tous les employés qui vont justement devoir apprendre soit des nouveaux outils de travail ou changer leurs habitudes, c'est vraiment pas quelque chose de trivial à faire. Donc, je pense que ça peut jouer dans cette direction-là. Ouais. Est-ce que vous pensez du coup que, tu sais, avec tout ça, justement, ça empêche généralement, tu sais, un client
de même verbaliser ses besoins, tu sais, de se lancer dans ces projets-là? Est-ce que généralement vous remarquez que les clients attendent jusqu'au dernier moment, tu sais, jusqu'à vraiment des enjeux majeurs, tu sais, dans un projet avant de prendre action ou est-ce qu'ils arrivent encore à agir suffisamment tôt pour tu sais, implémenter un changement au bon moment? En termes de marché au Québec et au Canada, on a toujours été un peu en retard sur la transformation numérique, que ce soit en automatisation ou en commerce électronique. Euh, donc, dans différents secteurs du volet numérique, il y a eu un certain rattrapage dans les dernières années, mais visiblement, c'est pas suffisant. Donc oui, les projets, les gens attendent avant de les démarrer. Souvent, c'est parce qu'ils ont d'autres considérations opérationnelles ou d'entreprise, d'autres priorités. Bon, on ne se le cachera pas, la pandémie a accéléré certains changements dans certains secteurs, mais on voit que les habitudes des consommateurs ne sont pas, ont connu une modification de comportement, mais euh, les gens reviennent parfois à leurs habitudes pré-pandémie. Mais en ce qui concerne les besoins d'automatisation ou les défis de main-d'œuvre, c'est pas une problématique qui a été installée par la pandémie. La pandémie l'a accéléré, ça va demeurer. Et donc, ce sont des projets qui doivent aller de l'avant. Et puis ça, on est effectivement un petit peu en retard là, pour répondre à ces enjeux-là, ces défis-là. OK. Je vous propose qu'on essaye peut-être de trouver un exemple, un projet, de parler d'un projet sur lequel on a travaillé qui pourrait illustrer justement la complexité puis comment on l'a traduit dans une solution numérique. Donc je vous laisse présenter le projet en question. Donc, l'exemple, je dirais, qui est intéressant ici, puis ça, c'est pas un client qui était dans l'urgence, dans le sens que ça a été toujours, je dirais, un chef de file dans leur domaine en termes de solutions numériques. C'est une entreprise qui s'appelle Hadrian, une entreprise canadienne. Dans le fond, ils manufacturent des cloisons de toilettes, donc les toilettes commerciales là, qu'on peut voir soit dans des centres d'achat, aéroports, etc. Donc, les cabines. Puis ils manufacturent également des casiers, d'autres produits. Donc là, on se trouve dans un contexte où on a une usine qui fabrique tout ça. Il y a de l'assemblage d'impliqués. Dans le fond, les clients de Hadrian sont soit des contracteurs généraux, des distributeurs, toutes sortes d'acteurs dans le domaine de la construction. Donc, si on parle de construction, bien évidemment que c'est complexe. On a des plans d'architecture à respecter. Ça doit être au 8e de pouce près. On doit aussi pouvoir donner toutes les spécifications techniques en lien avec le produit qui est manufacturé. Ça soit très, très précis. On doit fournir un produit qui respecte des codes de bâtiment qui peuvent varier d'un pays à l'autre. Donc, si on dessert l'Amérique du Nord, pour ce client-là, ben, il y a des codes de bâtiment qui sont différents au Canada, à l'intérieur des provinces, aux États-Unis, à l'intérieur des États. Des fois, même des villes ont des particularités spécifiques. Donc, ça peut aller rapidement, de façon très complexe. Puis, dans le fond, ce projet-là, au départ, c'est que depuis, je pense au début des années 2000, Hadrian avait commencé à développer un outil pour permettre à leurs clients d'être autonomes dans le fond, la création de leur projet, le design de leur cabine de toilette. Puis après ça, même de pouvoir commander de façon autonome à l'aide d'un outil qui leur permet de faire des soumissions, puis justement de générer des documents d'architecture pour présenter à différents intervenants dans le projet. Donc, ils ont développé cette solution-là au fil du temps, qui était une application téléchargeable. Donc, leurs clients, évidemment, c'est du B2B, allaient sur le site web, avaient un accès à un portail client, pouvaient télécharger la solution pour l'utiliser. Puis, dans le fond, ça leur a permis de se démarquer, dans le fond, de 2000 à 2010 là, auprès de tous les concurrents. Parce que, dans le fond, c'était vraiment facilitant pour leurs clients d'être maîtres de leur projet comme ça. Par contre, ben, à un moment donné, ils nous ont approchés parce que ils ont senti, et puis c'est ça, ils n'étaient pas du tout dans l'urgence, mais ils ont senti que l'avenir se trouvait plus, dans le fond, en ligne. Puis au départ, dans le fond, l'idée initiale, c'était plutôt de faire une version simplifiée de leur outil qui s'appelle Project Center. Donc, une version simplifiée en ligne pour, dans le fond, permettre à des gens qui sont peut-être moins familiers avec le domaine de pouvoir commander directement.
Oui, puis il y avait un enjeu, comme Julie a dit, c'était un outil qui avait été développé dans les années 2010, et puis il y avait un enjeu de désuétude technologique, puis des enjeux de mise à jour logicielle. Donc, quand il y avait une mise à jour, ben, les clients, dans un monde où on installe une application, ne sont pas nécessairement sur la dernière version. Il faut mettre des mécanismes pour s'assurer que les gens sont sur la dernière version. Euh, on le vit souvent, là, tous et chacun, quand il y a un update de iOS ou de Windows, mais c'est un peu ce principe-là. C'est un peu plus facile pour ces compagnies-là de forcer les updates, mais on faisait face à ça, et puis le web permet de ne pas faire face à ces enjeux-là, d'être toujours sur la dernière version et d'introduire des fonctionnalités au fur et à mesure. Et donc, c'est un processus qui a démarré maintenant il y a quelques années, là, ça fait au moins 3 ou 4 ans. On va Là. approcher la 4e année Ah oui, ok, très déjà. bientôt. Oui. Ok. Pour essayer de regarder un peu plus, d'avoir une vision plus large justement sur les projets qui sont complexes, si on essayait de résumer les enjeux principaux, les enjeux récurrents auxquels on fait affaire quand on a géré un projet complexe, on essayait d'en nommer 3 ou 4, ce seraient lesquels les principaux? Donc, il y a effectivement trois enjeux principaux auxquels on fait souvent face. Le premier, c'est un problème de bris d'information. On reviendra avec une définition. Le deuxième, c'est la complexité et le nombre des règles d'affaires à respecter. Les deux sont un peu liés. Puis le dernier, c'est que souvent, ça s'inscrit dans un projet où l'entreprise produit quelque chose, et puis la continuité des affaires est importante. On ne peut pas juste fermer l'activité de l'entreprise, puis installer un projet, puis ensuite continuer. Mhm. Donc, il y a ce travail-là qui doit se faire dans la continuité des affaires. Dans le premier cas, qui est peut-être un peu plus flou, là, le bris d'information, souvent, c'est soit... Donc là, il y a la réalité développement logiciel, puis il y a la réalité activité d'affaires du client, l'activité économique. Donc, il y a un problème d'accès à l'information. Dans le cas d'Adrian, par exemple, il y avait l'enjeu de la boîte noire. Là. L'ancien système, il y avait un ensemble de règles d'affaires qui étaient à l'intérieur, puis c'était pas évident d'aller les faire ressortir. Et donc, ici, il y avait un certain problème d'accès à cette information-là. Des fois, c'est des permissions qui ne permettent pas d'avoir accès. Des fois, c'est une information qui existe, mais elle n'est pas numérisée, donc on manque d'accès. Donc, il y a cette problématique-là de bris d'information ici. Deuxièmement, c'est des entrées manuelles qui sont sujettes à erreur. Donc, ça crée des bris d'information. Le transfert de fichiers. On a tous déjà travaillé avec des fichiers FTP qu'il faut transférer ou faire un export d'un système, un export dans un système, et puis ensuite de faire un import dans l'autre système. Puis là, il y a des conflits. Donc ça peut générer des erreurs, des bris d'information. Puis finalement, des bris d'information, c'est multiple. Ça peut arriver soit dans un contexte d'affaires, mais aussi dans un contexte de développement logiciel. Donc c'est un peu à deux niveaux. Ok. Puis si on revient sur la complexité des règles d'affaires, Julie, est-ce que tu peux nous donner plus d'exemples, tu sais, de types de complexité de règles d'affaires auxquelles on fait face? Oui, c'est ça. Ben, dans ce projet-là, ça, c'était vraiment un des grands enjeux parce que, comme David expliquait, on pouvait se fier à l'ancienne application d'une certaine façon. C'est juste que on pouvait pas faire un copier-coller du code et dire voilà, on repart là-dessus et tout va bien. Donc c'est ça. Comme dans beaucoup d'entreprises, il y a des experts justement dans l'entreprise qui connaissent très bien les règles d'affaires, mais c'est dans leur tête. Et il n'y a pas beaucoup de gens ou disons, ça prend parfois beaucoup de temps avant de sentir le besoin de documenter ces processus de travail. Donc, on doit souvent composer avec ça. Oui, effectivement, la connaissance est là, puis c'est possible d'aller la chercher, mais ça passe des fois par identifier qui c'est quoi, mettre la main sur certaines choses quand même qui ont été documentées, mais des fois, ça date. Donc, il faut être très, très, très conscient de est-ce que cette information-là est à jour? Est-ce que je m'adresse à la bonne personne? Parce que des fois, les gens pensent le savoir, mais au fond, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, pour donner un exemple un peu concret sur le projet, évidemment, le site lui-même, c'est pas, mettons, se connecter, avoir une liste d'utilisateurs, mettre en place un système de permission. Ça peut être très complexe, mais ce que je veux dire, pour nous, c'est pas du tout difficile à gérer. Dans le cadre de ce projet-là, vraiment, c'était
le plan architectural comme tel. Il faut que les utilisateurs arrivent puis puissent dessiner justement de façon très précise le plan de leur salle de bain, le nombre de cabines, est-ce que ça va être une cabine pour personnes handicapées, etc. Il y a beaucoup de matériaux qui sont disponibles. Mais c'est que dans le fond, la grande difficulté de ça, c'était de représenter très, très, très fidèlement ce plan-là, mais de pouvoir aussi changer des morceaux très rapidement. Ces morceaux-là, évidemment, ils doivent être manufacturés par l'entreprise. Donc, il y a une liste très, très, très complexe de règles. On ne peut pas avoir un panneau qui mesure plus que tant parce qu'il ne supportera pas telle charge. Si on met un panneau en plastique, ça prend tel type de vis, mais s'il était perpendiculaire à tel autre, ça prend une petite braquette de plus. Puis en tout cas, là, c'est vraiment sans fin. Puis ça, on est capable de tout traduire dans un code. Genre, toutes ces règles-là, Tout à fait. ça se traduit dans un code à un moment donné. Exact. OK. Mais dans le fond, c'est là où justement entre en ligne de compte. Ça, c'est documenté nulle part. C'est dans l'ancien système, puis ça a été bâti au fur et à mesure des années. Donc, on a commencé par demander au client d'essayer lui-même de documenter le plus possible des règles générales parce qu'on veut essayer de comprendre la structure globale après ça. Puis après ça, un travail méticuleux de séparer, dans le fond, toutes les composantes de ça, une après l'autre. OK. Donc, c'est vraiment... Puis c'est très important de les documenter parce que nous, dans notre processus de développement, on fait du contrôle qualité. Donc, on doit valider ces règles-là. Les règles sont inscrites dans communément ce qu'on appelle un backlog. Puis nos équipes de contrôle qualité vont aller essayer certains codes, ben pas certains, mais vraiment beaucoup de codes d'utilisation pour s'assurer que le logiciel répond aux besoins des utilisateurs, aux besoins des gens qui font la fabrication, que les listes de matériaux qui sortent sont justes, qu'il y a le bon nombre de quantités. Donc, les tests à réaliser c'est une phase importante pour certifier la qualité du logiciel. Puis, ça se base sur cette documentation préalable. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important, l'étape initiale, de venir les documenter. Souvent, il y a des règles d'affaires qui existent uniquement dans la tête de certaines personnes. Je sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'on fait quand il faut effectuer une livraison en Ohio, mais que le paiement se passe en Vancouver. Puis ça, c'est souvent, on va demander à telle personne, c'est elle qui a la réponse. Ça arrive, si ça arrive un nombre très limité de fois par année, donc c'est des exceptions généralement, mais dans un contexte d'application libre-service, quand tu travailles avec quelqu'un qui n'est pas à ta compagnie et qui essaie de faire le processus de bout en bout, où un des objectifs, c'est de réduire le nombre d'appels et de besoins de support de tes clients, c'est important de tenir en compte ces exceptions-là, ou du moins d'offrir une façon élégante d'y répondre, pour limiter les cas de contact à des cas bien précis. Et c'est surtout ces cas-là qui sont difficiles à détecter, puis que ça prend des entrevues. Plein de tests aussi, je suppose, après. Des tests, ça prend... on fait des tests avec les utilisateurs, ça prend des entrevues avec des experts métiers. Il faut poser des questions sur qu'est-ce qui se passe. Avez-vous des cas d'exception? Avez-vous des cas d'exception récurrents? Les gens, généralement, trouvent des façons de faire pour contourner ces exceptions-là. Puis, c'est important d'y répondre dans un contexte de refonte de logiciel parce que c'est ce qui va faire en sorte que le taux d'adoption va être meilleur à la fin. Okay. Si on reproduit exactement ce qui a été fait dans le passé avec un nouveau logiciel, on a manqué une opportunité là, d'innovation importante. OK. Et en fait, c'est qu'en se plongeant dans cette complexité-là, c'est vraiment souvent le moment de venir simplifier certaines choses parce que des fois, c'est comme une construction qui a évolué au fur et à mesure des années, puis à cause de contraintes qui existaient dans le passé, on a mis en place des mécanismes pour venir patcher un peu. Puis après ça, c'est que nous, quand on arrive, on a un œil frais sur la situation, puis on commence à poser des questions. Justement, on développe une saine paranoïa. Est-ce que c'est toujours comme ça? Mais t'es-tu sûr? Mais qu'est-ce qui arrive quand? Puis après ça, on se rend compte des fois en posant des questions, puis en validant c'est quoi l'objectif, que ben là, cet obstacle-là n'existe plus. Fait qu'il n'y a aucune raison de faire certaines choses. En plus les étapes d'après. C'est vraiment une opportunité incroyable de venir justement mettre à jour les processus, de se re-questionner, puis de venir des fois simplifier certaines choses. Puis c'est très,
très Donc, en fait, on bénéfique. va au-delà de la transformation numérique, Tout à fait. c'est plus la transformation des processus d'entreprise aussi, quoi. Exact. Mais il faut comprendre ce qu'on fait. C'est pas, comme David dit, c'est pas de répliquer quelque chose, c'est vraiment de remettre tout en question, puis après ça, de mettre en place la solution qui répond le mieux aux réels besoins. Puis on avait parlé aussi de la continuité des affaires. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ce point pour l'illustrer? Oui, dans le cas d'Adrian, on peut utiliser un parallèle qui est un peu comique, là. Si vous avez eu la joie, la chance de rénover une salle de bain en ayant juste une salle de bain à la maison, pour illustrer qu'est-ce que la continuité des affaires, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on coupe l'eau et qu'on n'a pas de douche pendant quelques jours. Ça, c'est la continuité des affaires. Il faut y répondre, trouver une solution. Dans le cas de Adrian, en fait, c'est eux, c'est des manufacturiers. Ils ont des livraisons à livrer à chaque jour. Il y a des nouveaux projets qui doivent rentrer. Et alors, le déploiement d'une nouvelle solution numérique ne doit pas venir impacter cette réalité-là. Donc, on a utilisé une méthode assez courante là, dans le milieu, mais Julie, je pense que... Oui, dans le fond, c'est ça. On développe la nouvelle solution, dans le fond, en parallèle. Nous, dans notre cas, on avait quand même la chance de pouvoir laisser les utilisateurs avec l'application existante, puis nous, dans le fond, déployer notre solution à part. Mais en même temps, c'est que nous, notre contrainte, c'est que l'ancienne application puis le site web maintenant qui fait la même chose doivent communiquer avec un progiciel. Dans le fond, l'outil qui est utilisé pour la manufacture, mais également la facturation, puis toutes les activités de l'entreprise. Donc, il fallait effectivement qu'on soit capable à un moment donné que le système puisse accepter deux types de commandes, les anciennes commandes, les nouvelles commandes. Fait que c'est un peu comme ça, nous, on a contourné le problème, dans le sens qu'on n'a jamais été obligé de fermer l'ancien pour commencer le nouveau. Mais dans le fond, on s'est juste organisé pour que les deux puissent fonctionner en parallèle le plus longtemps possible jusqu'à temps que la nouvelle solution réponde à tous les besoins, au moins que l'ancienne solution faisait. Puis après ça, ben, c'est juste une question de on ferme la lumière d'un côté, puis l'autre est déjà là, puis on le sait qu'elle fonctionne parce que ça fait des mois qu'on a tranquillement invité les gens à se joindre. OK. Donc, c'est la chance qu'on a en projet numérique. Là, on n'a pas besoin de construire une douche à côté. Ouais, hein? Mais je t'aurais dit, David, t'as quand même un évier à la maison, fait que t'étais pas si mal pris que ça. Non. Je pense qu'on a quand même présenté un peu des indices de la méthodologie qu'on met en place, donc pour gérer des projets complexes, mais est-ce qu'on peut la résumer les principales étapes clés de la méthodologie? Oui, tout à fait. D'abord, il y a la compréhension du contexte. Ça, c'est important de le réaliser, là, dans quel contexte d'affaires on s'inscrit, quels sont les objectifs. Justement, ici, dans le projet d'Adrian, on faisait face à des utilisateurs qui utilisaient déjà un système, qui avaient développé des habitudes, qui avaient développé des façons de faire pour contourner ce qui ne fonctionnait pas. Et donc, c'est important de comprendre ça pour développer le meilleur produit numérique pour répondre à tous ces besoins-là. Et puis, justement, la deuxième étape, c'est de dégager une vision de produit sur qu'est-ce que pourrait être la solution. Ça permet aussi de faire des estimés budgétaires. On le sait qu'en numérique, ça peut aller très loin, puis donc il y a un contrôle budgétaire qui se fait dans cette étape-là. Et ça permet ensuite d'aller sur une priorisation des fonctionnalités à mettre en place. Souvent, on va travailler en premier sur les fonctionnalités qui amènent le plus de valeur ou qui présentent le plus de risques pour dérisquer le projet le plus rapidement possible. Et puis, ça peut se faire avec des preuves de concept. Il y a différents niveaux de détails qu'on peut aller chercher là, pour valider certaines hypothèses. Donc, ça passe souvent par des preuves de concept. Finalement, il y a l'étape de design à proprement parler, là, mais la conception, c'est ici, on passe, typiquement, c'est les maquettes c'est l'architecture d'information, les maquettes en fil de fer, les flows, donc les parcours, et finalement la couche d'interface. Mais toutes ces étapes-là sont importantes parce qu'elles servent au développement. Et ça se fait souvent dans la méthodologie agile, ça se fait en parallèle avec le développement. Donc, c'est des étapes qui vont partir un peu d'avance, un mois ou deux d'avance, mais ensuite, le développement commence. Donc, on n'a pas
on a une idée de la solution à terme, mais c'est pas designé en détail. On n'attend pas d'avoir tout le produit fini dans sa conception pour commencer à le développer. Est-ce que c'est parce que en le développant, on peut remarquer des failles, entre guillemets, ou des choses qui ne fonctionnent pas aussi bien que ce qu'on pensait dans la conception, ou pas nécessairement? Oui, tout à fait. Puis c'est aussi que ça permet aux gens auprès de nos clients de voir la vraie solution Mhm. assez rapidement. Donc, des Ça morceaux de devient solution, concret, de ouais. valider. On peut faire des tests. On peut faire des tests utilisateurs. Généralement, on commence avec le cœur du produit. Euh, Julie faisait référence à l'authentification puis la gestion des permissions tout à l'heure. Et ça, pour nous, il n'y a pas vraiment de risque, là. On le fait dans chacun de nos projets, mais ça a moins d'impact sur les utilisateurs puis sur notre compréhension des règles d'affaires. Donc, on peut très bien tester un système ou une nouvelle expérience auprès d'utilisateurs sans avoir Mhm. ces couches-là de réaliser. Donc, souvent, on va prioriser le cœur du Le cœur. système. Et ensuite, bon, la dernière étape, justement, c'est le développement logiciel en mode agile pour justement repérer là, des problèmes potentiels très tôt. Donc, c'est très commun maintenant, là, mais on n'est plus dans une logique de travailler en vase clos pendant 1 an Mhm. ou 2, puis ensuite de présenter une solution. Ça se passe pas du tout comme ça, là. C'est après quelques semaines qu'on peut commencer à avoir un code développé, puis des morceaux de solutions s'assembler. Puis généralement, un produit est possible en mode alpha ou bêta de lancer après 6-8 mois. OK. Ça peut, ça peut aller assez vite, mais les gens ont déjà vu beaucoup du logiciel avant, avant avant le premier release, si on veut, la première mise en ligne. OK. Puis justement, tu sais, dans nos équipes, quand on travaille sur un projet complexe, là, la méthodologie, j'ai l'impression que de ce que je comprends, on fait en sorte qu'on simplifie, tu sais, puis que quand ça arrive dans les équipes de développement, ben, ça soit limpide, entre guillemets, que la vision soit limpide. Mais tu sais, Julie, est-ce que tu peux nous expliquer comment justement on garde une structure qui est simple à suivre? Comment toi, tu arrives à donner la vision, les besoins des clients, tu sais, comment tu arrives à bien la transmettre pour que nos équipes, tu sais, arrivent à travailler en ayant ça à l'esprit? Est-ce que tu peux nous dire concrètement comment ça se passe? Oui, tout à fait. Comme David expliquait tantôt, c'est ça, la méthode agile nous sert beaucoup parce que avec ça, justement, il y a une démonstration à chaque cycle de 2 semaines. Nous, au départ, on fonctionnait en 3 semaines parce que des fois, il y avait des choses très, très, très complexes que on avait besoin quand même de temps pour développer. Mais dans le fond, à chaque 2 ou 3 semaines, on a du feedback direct du client pour rectifier le tir ou corriger la situation. Au fond, comment ça se passe typiquement pour une nouvelle fonctionnalité? C'est que moi, par exemple, je commence à documenter les besoins d'affaires. Donc, on part vraiment par la fin. À la fin, qu'est-ce qu'il y a besoin d'arriver pour que cette fonctionnalité-là fonctionne? Fait que là, on note, dans le fond, les besoins qu'on veut atteindre. Pourquoi on l'a fait? Ça, c'est super important parce que des fois, on peut aller découvrir des choses super importantes qui vont changer le cours de notre plan de match. Donc, on commence par qu'est-ce que ça doit faire à la fin, pourquoi on fait ça, super important, ça va nous inspirer au début. Puis ensuite, dans le fond, moi, je commence à parler justement, je deviens la meilleure amie des gens chez mon client. J'essaie de comprendre qui c'est quoi, qui est la meilleure personne pour poser X ou Y questions. Donc, j'ai affaire à plusieurs départements. Donc, j'ai mon ami, dans le fond, dans l'aspect technique pour les plans architecturaux. J'ai mon ami aux livraisons, le shipping. J'ai mon ami qui sait comment ça fonctionne, l'ancien système, puis le progiciel, puis la petite boîte au trésor. Donc, je commence par justement me fier sur mon objectif de fin. Je fais des entrevues avec les experts. On monte un peu un board ou un flow, comme David expliquait, de toutes les étapes qu'on doit faire, quels sont les chemins à prendre, c'est quoi les résultats, etc. Une fois qu'on s'entend, dans le fond, sur ça, parce que c'est important que le client donne son avis à toutes les étapes, là, justement, on fait des maquettes. On les présente justement à des gens qui seraient susceptibles de les utiliser. Là, ils nous disent, OK, là, oui, je comprends qu'est-ce que je suis en train de faire, etc. Puis une fois qu'on a tout ça, ben là, évidemment, on l'envoie en développement, puis on le présente le plus rapidement possible, etc. Je dirais que le gros enjeu dans les projets complexes, c'est vraiment que c'est tous des petits morceaux.
Puis si on est en mesure de déterminer, OK, ça, ça se contient en soi, me plonger dans cet univers-là, puis le séparer des autres, ça va bien. Travailler de front sur paquet de choses en même temps, un moment donné, on s'y perd. Si on est en mesure de vraiment morceler le travail à faire, puis de vraiment se concentrer sur une étape à la fois, en général, ça va très bien. Puis c'est ça les sprints. En fait, c'est ça le but de la méthode agile. Exact. Puis, tu sais, justement, pour illustrer ton temps en tant que PO, est-ce que tu es capable de nous dire, tu sais, mettons, tu travailles 50% avec le client, 50% avec nos équipes ici, ou est-ce que le ratio, tu sais, c'est quoi le ratio, toi, pour réussir à prendre ses besoins? Je suppose que tu dois beaucoup, finalement, parler avec les clients. Ça représente combien de ton temps dans un projet? Ouais, mais tu sais, je dirais que c'est à peu près égal parce que il y a, tu sais, dans le rôle, il faut s'assurer en tout temps que l'information est à jour, que l'équipe, dans le fond, est en train de travailler sur les bonnes priorités, que si un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive et dit « Ah, avez-vous pensé à telle chose? » Il faut s'assurer que tout le plan se tient. Il y a une grande présence avec l'équipe, mais également aussi, je suis tout le temps un peu d'avance sur les nouvelles fonctionnalités avec justement mon ami au design. Fait que mon horaire, c'est vraiment parler avec le client des choses qu'on va développer dans, mettons, 1 mois, 2 mois. Puis après ça, au quotidien, m'assurer que ce qu'on est en train de faire présentement, ça a du sens. Nous, dans notre dynamique, il y a la notion qu'on a un site, un outil qui est en production, donc il est live. Donc, il faut gérer en parallèle le développement de nouvelles fonctionnalités, puis aussi la mise à jour ou les rectifications qui peuvent survenir en production. Donc, c'est ça, ça se sépare à peu près moitié-moitié. Puis il y a aussi que quand l'effort de développement d'une fonctionnalité, c'est pas une fonctionnalité évolutive ou incrémentale, que c'est vraiment un plus gros morceau, là, que c'est quelque chose de différent. Il y a des gens qui peuvent venir appuyer Julie dans cette tâche-là. Donc, il y a des experts, des ergonomes, des UX, là, dire le mot consacré, des UX ou des chercheurs en expérience utilisateur. Quand c'est du côté consommateur B2C, ça peut être des gens de CX, donc des gens qui regardent tout le parcours client, qui anticipent ou qui découvrent les points de contact numériques là, qui peuvent venir apporter de la valeur dans les parcours clients. Donc ça, c'est des possibilités qui s'offrent à Julie, par exemple, pour développer son projet. Quand les fonctionnalités ou l'ensemble de fonctionnalités est plus grand que le day-to-day normal, si on veut. Là. OK. Est-ce que pour illustrer, tu sais, pour conclure, est-ce qu'on peut partager quelques résultats du projet justement qu'on a fait avec Adrian, puis dire éventuellement comment ça peut évoluer, ou tu sais, est-ce que vous pouvez nous donner des petits aperçus? Oui, ben, comme j'expliquais tantôt, on a développé le site évidemment en parallèle de l'application qui fonctionnait encore. Puis on s'est assuré de faire ça vraiment sur une longue période de temps en douceur, dans le sens que quand on avait une première version qui était prête à être lancée, on a invité une partie des utilisateurs à venir l'adopter. Puis évidemment, la plupart des gens utilisaient encore l'ancienne application. Dans le fond, le plan, c'était ça. C'était d'inviter les gens à venir par eux-mêmes, non pas de forcer personne à utiliser la nouvelle solution pour justement que ça se fasse de façon plus graduelle. Puis dans le fond, juste sur une base volontaire, puis un plan, dans le fond, d'invitation graduelle, en 10 mois, on a atteint un taux d'adoption de presque 95%. OK. Donc, éventuellement, c'est sûr qu'à la fin, on a dû fermer l'ancien système pour amener tous les gens sur le nouveau. Mais par eux-mêmes, les gens ont vraiment adopté la solution parce qu'ils voyaient un réel avantage. Puis c'est ça un peu le cœur de notre travail. Si on veut remplacer un outil, la vraie victoire, c'est que justement les gens préfèrent la nouvelle version à l'ancienne, puis voient que ça va au-delà de ce qu'ils pouvaient faire avec l'autre outil. Donc, c'est un grand succès pour nous. Par la suite, bien évidemment, là, la première étape, c'était quand même de répondre à tous les besoins que l'ancien outil desservait.
Donc ça, c'est fait. Mais là, on a plein d'opportunités, justement, vu que c'est sur le web avec des technologies beaucoup plus récentes que l'ancienne application. On peut, dans le fond, continuer à construire là-dessus, puis à venir l'améliorer. Ce qui nous intéresse en ce moment, puis on est en contexte de développement continu, puis ça va continuer pour la prochaine année et probablement d'autres encore. On peut identifier en ce moment dans les processus de travail de l'entreprise des zones de friction ou des choses qui soit prennent beaucoup de temps des employés, des processus manuels, etc. Donc, on peut venir cibler justement des petits bobos ici et là, puis faire comme, OK, là maintenant, on fait exactement ce qu'on a besoin de faire dans le quotidien. Est-ce qu'on peut aller sauver du temps, sauver de l'argent, automatiser encore plus? Donc, c'est ça qui nous mène pour la suite. Bon, on a hâte de voir ça. Merci David, merci Julie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à nos auditeurs qui nous ont écoutés pendant tout ce podcast. Puis, tu sais, plusieurs fois pendant le podcast, on a parlé justement des équipes internes chez le client, et justement, toi, Julie, d'identifier toutes les personnes avec qui travailler, etc. Donc, ça m'amène à vous présenter le thème du futur podcast, du prochain podcast qu'on fera avec Gabriel et Charles-Olivier, où en fait, on essaiera de vous expliquer la structure idéale à mettre en place au sein de votre entreprise pour mener à bien votre transformation numérique, en fait. Donc, ce sera le sujet du prochain podcast. J'ai bien hâte de vous retrouver. Merci encore d'avoir été présent aujourd'hui. Merci David, merci Julie. Merci Estelle. Merci Julie. Bonne journée.